Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 21 avril 2020 et aujourd'hui donc nous allons aborder quelque chose d'assez exceptionnel, le pétrole qui est passé en négatif, la cotation sur le pétrole qui est passé en négatif, tout à fait, c'est-à-dire en dessous de zéro. Nous allons en parler, nous allons détailler cela. J'imagine que cela a apporté son lot de confusion, donc nous allons clarifier cette situation historique et effectivement, c'est un pétrole négatif qui a entraîné les indices dans le rouge. Donc un pétrole encore une fois qui vient peser sur le sentiment. Nous allons en parler plus dans le détail. Nous allons expliquer comment est-il possible que le pétrole soit coté en négatif et pourquoi cela est-il arrivé. Alors tout d'abord, concernant la clôture de la veille, les indices américains ont clôturé en territoire négatif. Bien entendu, c'est la baisse du pétrole qui a pesé fortement sur les indices avec un S&P 500 qui clôture en baisse de 1,79%, un Dow Jones qui cède 2,44% et le Nasdaq, quant à lui, baisse d'1,03%. En Asie-Pacifique également, nous avons pu constater un retour à la version au risque avec un Nikkei qui cède 2,1%, le S&P ASX 200 qui chute de 1,6%, le Kospi coréen quant à lui baisse de 1,6%. Les indices chinois sont également en territoire négatif et le décompte concernant le coronavirus, nous avons atteint 2,48 millions de cas d'infection, 170 000 personnes sont décédées et 652 000 se sont rétablis. À noter que le nombre de nouveaux cas d'infection au coronavirus est en baisse depuis 4 jours. Et voilà, voilà ce que nous allons détailler aujourd'hui, hein. Le contrat WTI qui était en territoire négatif pour aller chercher même jusqu'à moins 37,63 $ pour la première fois de l'histoire depuis que le pétrole est coté sur les marchés futurs. Nous n'avons pas vu cela. Et donc cela, encore une fois, met en évidence la surproduction, la surabondance de pétrole, mais également le manque de capacité en capacité de stockage. Et ça, on va en parler. C'est quelque chose également, c'est très exactement ce qui explique un pétrole en négatif, moins 35,60, très exactement un point bas à moins 37,63. Alors voilà à quoi cela ressemble, hein, de voir un pétrole passer en territoire négatif, un pétrole qui a marqué un pic aux alentours des 150 $ pour terminer en négatif. Alors nous allons essayer d'apporter quelques explications à cela. Devant vous un graphique des stocks de Cushing. Cushing en Oklahoma. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la principale plaque tournante, hein, aux États-Unis et c'est donc le point de livraison du WTI, un WTI qui veut dire West Texas Intermediate, je vous le rappelle. Donc nous avons eu une augmentation de 48% à Cushing, hein, pour atteindre environ 55 millions de barils depuis la fin du mois de février. Depuis cette surabondance, hein, il faut savoir que ce centre avait une capacité de stockage à hauteur de 76 millions de barils au 30 septembre. Et ça, c'est une information de l'EIA. Et concrètement, nous sommes à des niveaux extrêmement élevés en termes de stockage à Cushing, donc cette plaque tournante aux États-Unis. Donc plusieurs ce manque de capacité de stockage explique ces prix négatifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, à présent, le stockage devient plus cher que le produit en lui-même. C'est pour ça que le produit est devenu négatif. Donc concrètement, on paye pour que l'on stocke le pétrole que nous avons produit. Un foreur va payer pour que son pétrole soit stocké. Pourquoi? Parce que mettre à l'arrêt son matériel serait beaucoup plus coûteux, car il y a un entretien, cet entretien serait beaucoup plus coûteux que de payer pour que celui-ci soit stocké. Et il faut savoir qu'on ne peut pas ne pas entretenir ce genre de plateforme d'exploitation, de plateforme pétrolière, car cela entraîne des dégâts. Nous en avions parlé, hein, il y a quelques semaines de cela, il y a toute une maintenance assez coûteuse, il faut faire passer de la vapeur dans la tuyauterie en vue de la maintenance et j'en passe. Donc tout
ça est assez coûteux. Donc pour les foreurs, il est beaucoup plus avantageux de payer pour que le pétrole brut extrait soit stocké. Donc nous avons, c'est à ça que nous assistons. C'est pour ça que le pétrole est devenu négatif, parce que maintenant on reçoit de l'argent pour récupérer ce pétrole. Donc ce pétrole est beaucoup moins cher que le stockage, et on a pu constater un pétrole en territoire négatif au Canada en premier lieu, hein. C'était le premier à avoir lancé cela, et par la suite donc cela s'est répandu, hein, pour atteindre un point bas à moins 37 dollars, plus de moins 37 dollars pour le WTI, donc assez exceptionnel, moins 37,63 dollars, tout simplement parce que les foreurs se sont mis à payer les raffineurs pour qu'ils stockent ce pétrole, étant donné que le stockage est devenu la denrée rare dans comment dire, dans un contexte de surabondance de pétrole. Et même Donald Trump aurait envisagé de payer lui-même les foreurs pour garder le pétrole. Donc ça leur permettrait, ce paiement, si je puis dire, bon, c'est une idée qui est à l'état embryonnaire, mais elle a été émise. Cela permettrait donc aux foreurs de stocker eux-mêmes leur pétrole grâce à cette subvention. Et donc voilà à quoi ressemble, voici une image satellite, hein, qui date du 20 avril aux Bahamas. Voilà à quoi ressemblent les capacités de stockage. On peut en voir ici, il y en a partout, hein, à travers le monde, mais simplement pour vous donner une image concrète. Et ce sont ces capacités de stockage justement qui manquent cruellement à travers le monde. Donc nous avons une surabondance de pétrole. Je vous rappelle que Saudi Aramco a monté à sa production à hauteur de 12,3 millions de barils au-dessus de sa capacité maximale, cela avant l'accord bien entendu. Et donc ces capacités de stockage sont devenues la denrée rare actuellement face à la surabondance de pétrole. Et donc voilà un exemple aux Bahamas. Ces capacités sont également extrêmement faibles, hein. Il faut savoir que ces plateformes de stockage pétrolière sont en train d'atteindre leurs limites. C'est pour ça que l'on envisage une autre solution actuellement. On en a déjà parlé, hein, certains avaient déjà envisagé cela il y a plusieurs semaines, nous avions abordé ce sujet, c'est de stocker en mer, stocker du pétrole dans des tankers. Ça devient effectivement rentable malgré le coût journalier de la location d'un tanker ou d'un super tanker. Les tankers vont stocker jusqu'à 1 million de barils, les super tankers pourront stocker jusqu'à 2 millions de barils, et il y en a énormément à travers le globe, et ça pourrait être une solution lorsque toutes ces plateformes de stockage seront arrivées à saturation. On pourrait se tourner vers ces tankers en vue de stocker du brut. Et voici concrètement tous les tankers disponibles à travers le monde qui pourraient stocker 2 millions de barils. Donc voilà où nous en sommes actuellement. C'est une solution qui pourrait être envisageable éventuellement, de poursuivre le stockage dans ces tankers au vu de centres de stockage qui sont arrivés à saturation. Alors nous allons à présent nous intéresser, nous allons débuter par le pétrole, nous allons faire un point technique. Donc nous avions eu ce fameux rollover de plus de 6 dollars il me semble, 6,30 $, un rollover qui nous a placé au-dessus de NT. Donc nous sommes passés au prochain contrat. Ce qui nous permet de passer au-dessus de NT, le repli se poursuit. Je vous rappelle que la demande n'est pas apparue, hein, comme par magie. Le problème sur le marché pétrolier, on peut soutenir les indices, on peut imprimer de la monnaie, on peut créer de la monnaie, mais le problème c'est qu'on ne peut pas créer de la demande de pétrole. Alors on aura beau soutenir les indices, on aura beau faire tourner la planche à billets ne peut pas imprimer de la demande de pétrole. Donc c'est vraiment ce qui est incontrôlable malgré un accord historique. Il faut savoir que nous avons tout de même aujourd'hui beaucoup trop de pétrole par rapport à une demande extrêmement faible face aux mesures de confinement. Donc c'est cet accord historique, on en verra les effets d'ici quelques semaines. Pour le moment, on est encore face aux effets de la surproduction et de la guerre des prix. Donc ce n'est pas terminé, très certainement. Il faut construire un socle, il faut consolider pour le pétrole avant de construire une tendance haussière saine et solide. On ne repartira pas en flèche en direction des 35 voire 38 dollars, mais on ira progressivement. Très peu probable que l'on vienne combler l'immense gap dans sa totalité, mais on pourrait très bien trouver un point d'équilibre, un prix d'équilibre pour le pétrole aux alentours des 40 dollars. Donc
peu probable que l'on vienne complètement ici combler ce gap. Le gap, un gap historique de début mars. Donc pour l'heure, on s'attend à une consolidation. Il faut construire un socle pour permettre la construction d'une tendance haussière qui nous ramènerait à l'intérieur de notre gap en vue de tenter de fermer cette fenêtre restée ouverte, mais une fenêtre qui ne sera peut-être jamais fermée complètement. On pourrait ne pas réussir à franchir les 40 $. Donc on va atteindre des niveaux aux alentours de ce fameux gap, mais avant cela, il faut consolider, il faut construire un socle. Et pour le moment, le repli se poursuit face à la surabondance et on pourrait même rallier eux aux alentours des 19,80. Donc voilà pour le pétrole, voilà pour ce point pétrole, car nous sommes arrivés à une situation exceptionnelle, une situation historique, le WTI qui cote en territoire extrêmement, en dessous de zéro, tout simplement. Ceci étant dit, nous allons passer sur le gold. Le gold qui est clairement haussier. La tendance reste haussière avec les objectifs que nous avions énoncés. Alors, en données H4, on se maintient sur la ligne de force V à 1689. On va attendre peut-être la sortie du nuage par le haut, peut-être de s'affranchir des 1700 $. Et là, on pourrait envisager d'aller chercher les 1733. Si les 1733 cèdent, ce serait pour aller chercher les 1800. 1800, ça représente un objectif de long terme. On pourrait même aller chercher les 1900. Donc pour le moment, la tendance haussière se poursuit. Attention tout de même à tout franchissement des 1673 à la baisse. On pourrait aller chercher les 1650, voire les 1634. Donc on est relativement neutre. Nous sommes dans le nuage, donc on évalue les deux différents scénarios avec une préférence d'un point de vue probabilité pour le scénario haussier. On va attendre pour cela une sortie du nuage par le haut, donc un franchissement des 1700 pour aller chercher 1733 dans un premier temps. Si ce niveau est franchi, ce serait pour aller chercher les 1793. Cependant, prudence, en cas de franchissement des 1673, ce serait pour aller chercher 1660, voire 1634. Nous allons passer à présent sur les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX. Le DAX qui refuse d'aller chercher sa Kijun et qui se replie actuellement en plein franchissement des 10 475. C'est en données hebdomadaires. Le Dow Jones également en données hebdomadaires. Souvenez-vous le parallèle que nous avions fait, la résistance pour le DAX en hebdo, c'est ce palier de Kijun. Pour le Dow Jones, c'est ce palier d'SSB, refus de franchissement, on repart à la baisse actuellement sur support. Le DAX, en données journalières, encore une fois, on se rapproche du nuage et on s'éloigne du scénario haussier. Effectivement, la hausse a peut-être été exagérée dans le sens où cette baisse a également certainement été exagérée. Donc la hausse a été à la hauteur de la baisse, si je puis dire. Mais à présent, on pourrait retrouver une nouvelle jambe baissière pour aller marquer de nouveaux points bas. Ce serait peut-être le point de départ. D'un point de vue journalier, il est intéressant de noter que nous ne nous sommes pas affranchis ici de la ligne de force NT et nous repartons à la baisse en test de la Tenkan. Pourra aller rallier les 10 055, plus largement les 10 000 points. D'un point de vue H4 en tout cas, ici nous n'avons pas marqué un point haut, nous en avions émis l'hypothèse d'hier, la Kijun a fait office de support, plusieurs lignes à ce niveau-là, peut-être un peu plus de précision je pense en horaire. Voilà, en horaire c'est beaucoup plus précis. Souvenez-vous, ce biseau ascendant, face à la difficulté de déterminer une borne supérieure et borne inférieure, nous sommes parvenus à déterminer des speedlines extrêmement précises en déterminant la F1 à l'aide du sommet du 26 mars, ce qui nous permet d'avoir une F3, c'est-à-dire la dernière speedline extrêmement précise. Et c'est très exactement l'endroit du rebond actuellement. Là, on peut constater, on peut voir le rôle joué par la borne inférieure de ce biseau, mais également de cette speedline F3. Nous sommes allés la chercher. Nous sommes actuellement coincés entre ces deux lignes à pente positive, la borne inférieure du biseau et la F3, donc sous résistance en plus de cela, les 10 522. Donc prudence, on attend tout franchissement d'F3, ce serait un signal de vente fort et c'est un franchissement qui pourrait venir de pair avec le franchissement des 10 370 points ici, la ligne de force V. Donc un biais
qui reste clairement baissier. Nous nous sommes affranchis de la borne inférieure de notre biseau, mais à présent, ce qui joue en tant que support, en tant que dernier support, c'est F3, c'est la dernière speedline, et on peut remarquer ici que nous sommes à l'extérieur de notre nuage, et nous avons refusé de le réintégrer. On pourrait peut-être s'affranchir d'F3 dans les prochaines heures. Concernant le CAC 40, donc là, la situation était quelque peu différente, car pas de biseau pour le CAC 40, étant donné que la résistance était horizontale. Et donc, nous n'avons pas une résistance avec pente positive, donc une résistance à l'horizontale qui ne nous permettait pas de déterminer un biseau. Donc, nous avons eu plusieurs tests de ce niveau à l'horizontale, mais à l'image du DAX, on a pu déterminer des speedlines, et nous avions d'ores et déjà une oblique haussière qui ralliait les creux, mais visiblement à l'heure actuelle, c'est F3 de cette speedline qui joue le rôle de support, mais attention au franchissement des 4410. Après ça, on va chercher les 4390, c'est peut-être même le dernier rempart, avant un repli beaucoup plus prononcé. Ça pourrait être pour assister à une accélération baissière. Vous voyez, nous sommes en train peut-être même de sortir du nuage par le bas. On pourrait aller chercher les 4320 très rapidement sur le CAC 40. Ce ne sont que des hypothèses, en tout cas, c'est le technique qui nous l'indique à l'heure actuelle. On passe à présent sur le Dow Jones, le Dow Jones qui a d'ores et déjà ici franchi son oblique haussière. Nous sommes toujours sur les lignes de force d'un N mineur qui avait été tracé précédemment. Le range est extrêmement restreint entre les 23 233 et les 23 435. Attention à toute cassure des 23 233, ce serait pour aller chercher les 22 500. Alors on ajoute Ishimoku à présent à notre graphique sur Dow Jones. 22 500, ça correspond à ce palier de SSB. Donc prudence, visiblement techniquement, tout laisse à penser qu'on pourrait assister à des accélérations baissières ici et là, que ce soit sur les indices européens ou les indices américains. Encore une fois, sur le S&P 500, franchissement d'F3 de cette speedline que nous avions déterminée en ce début de semaine, une speedline qui correspondait d'ailleurs plus ou moins à la borne inférieure de notre biseau. Nous avons eu le plus grand mal sur le S&P 500 à tracer ce biseau. On peut retrouver les différents essais ici. Au final, c'est la ligne pleine qui a été maintenue. Et donc ici, le franchissement d'F3 a déjà été fait. Nous avons des résistances. Nous sommes déjà en dessous de ces résistances. Donc un S&P 500 qui semble assez clair sur support pour le moment, ce palier d'SSB, les 2777, mais on pourrait rallier les 2683 très rapidement, un palier de Kijun. Donc techniquement parlant, la baisse semble pratiquement là. Le Nasdaq également ne fera que le confirmer. Vous voyez ici cette résistance NT, encore une fois issue d'un N majeur précédent. Donc nous revenons sur ces niveaux-là. Nous avons franchi NT à l'heure actuelle et la prochaine cible est à 8581. Nous avons d'ores et déjà franchi F3, des speedlines ici également sur le Nasdaq. Nous allons ajouter Ishimoku pour un peu plus de visibilité sur les supports et résistances, sortie de nuage par le bas. D'un point de vue technique, ça me semble clairement baissier, à moins peut-être d'une revue ici de la borne inférieure. Mais au vu des speedlines, le biais est clairement baissier. Tout laisse à penser qu'on pourra assister à une accélération baissière au cours des heures à venir. Mais attention à toute annonce de soutien, toute annonce de relance qui pourrait propulser à nouveau à la hausse les indices. Je vous rappelle que le Sénat n'a pas réussi à se mettre d'accord hier lundi sur un accord à hauteur de 450 milliards de dollars pour aider les petites entreprises et les hôpitaux, gravement impactés par la pandémie. Donc on pourrait s'y accorder aujourd'hui. Ça pourrait être un catalyseur haussier, en tout cas d'un point de vue technique. Comment dire, il y a le biais est clairement baissier. Je ne sais pas comment, je ne trouve pas d'argument à la hausse pour le moment. Que ce soit d'ailleurs d'un point de vue journalier ou d'un point de vue intraday. On peut voir ici
clairement le niveau qui a freiné la hausse, hein, c'était la moyenne de N et de NT, ce niveau que l'on aborde depuis assez longtemps. Sur le Dow Jones, on repart à la baisse en test de Tenkan avant d'aller rallier les 22 891. Donc voilà pour les indices, hein, très important de faire ce point pétrole, ce point indice. Et là, peut-être, hein, je me permets à présent donc un Good Morning Market assez particulier. Je poursuis sur l'actualité économique et financière. Il fallait aborder ce point pétrolier, faire un parallèle sur les indices. La situation est grave sur les pétroles et inédite plutôt sur les pétroles. Et on est à un moment où on a peut-être marqué un sommet sur les indices. On a peut-être marqué la fin de ce rebond. Donc voilà pour la revue des pétroles, plus largement des pétroles, du gold, mais également des indices. Alors on continue sur l'actualité économique et financière. Donc je l'ai déjà dit, le Sénat, pardon, ne s'est pas mis d'accord, hein, sur ces fameux 450 milliards de dollars en vue d'aider les petites entreprises et les hôpitaux. À noter également que selon des médias américains, Kim Jong-un aurait été opéré début avril et serait gravement malade suite à des complications. Selon certains rapports, il serait même en mort cérébrale à ce stade. La Corée du Sud et la Chine ont démenti ces rapports. Donc, affaire à suivre. Et à noter que le gouverneur de la RBNZ s'est dit ouvert à l'idée d'une monétisation de la dette publique et il a également répété qu'il n'excluait pas les taux d'intérêt négatifs. Je vous rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il le dit, donc on peut en conclure qu'il va le faire. On revient aux États-Unis avec Donald Trump qui a déclaré qu'il allait signer un décret afin de suspendre l'immigration aux États-Unis, encore un qui ne perd pas le nord. Et donc Donald Trump a déclaré également qu'il allait cesser les livraisons de brut en provenance d'Arabie Saoudite et commencer à remplir ses réserves stratégiques. Ces réserves stratégiques, souvenez-vous, ce sont des réserves mises en place par l'État visant à assurer la disponibilité du pétrole en cas de guerre. Ces réserves stratégiques doivent assurer au minimum 2 mois d'indépendance énergétique. À noter que l'Arabie Saoudite et la Russie même, hein, envisagent de réduire l'offre immédiatement plutôt que d'attendre le mois de mai, hein. La situation est assez inédite sur les pétroles. Vous savez pourquoi à présent. Vous savez comment c'est possible d'avoir un pétrole en dessous de zéro. Le procès verbal de la RBA a montré que cette banque centrale est engagée à soutenir le marché de l'emploi, les salaires, mais également les entreprises. Il a également montré que la banque centrale pense que des achats moins conséquents mais plus fréquents d'obligations d'État seraient la stratégie adoptée à l'avenir. À noter que l'Alberta, cœur du pétrole canadien, chercherait à obtenir un renflouement à hauteur de 15 à 30 milliards de dollars canadiens. Le secteur pétrolier, hein, concrètement, souffre énormément, hein, de toutes ces situations. Donc je vous l'ai dit, le pétrole canadien, le brut canadien a été le premier à passer sous zéro. Et à noter que les exportations de la Corée du Sud ont chuté de 27% par rapport à l'année précédente entre le 1er avril et le 20 avril. Et IBM, hein, qui a annoncé ses résultats pour le premier trimestre 2020 avec des ventes en baisse de 3,4% par rapport à l'année précédente et un bénéfice par action de 1,84 $. On s'attendait à 1,80 $. Et donc voilà, concernant IBM, attention tout de même, aujourd'hui on attend pas mal de publications, hein. C'est peut-être même ce qui va driver le marché, entre autres, hein. Bon, on va commencer par le commencement. À 11 h du matin, il y aura l'indice ZOO en Allemagne, à 14 h 30 au Canada, les ventes au détail pour février, à 16 h aux États-Unis, les ventes de maisons pour le mois de mars, et à 22 h 40, le rapport hebdomadaire de l'API sur les stocks pétroliers. Concernant les résultats d'entreprise, on prendra connaissance des résultats de Chubb après la fermeture des marchés, Coca-Cola avant l'ouverture de Wall Street, Lockheed Martin avant l'ouverture du marché, Netflix après la fermeture du marché, Philip Morris International avant l'ouverture du marché, Travelers après l'ouverture du marché américain. Donc également des résultats, ce résultat de Travelers, hein, devrait être catastrophique, hein. Donc pas de doute sur ce sujet. Ceci étant dit, donc bon, un good morning market un peu particulier. On va terminer par le marché d'échange, hein. Je me suis permis de changer l'ordre de présentation. Donc on termine sur le marché d'échange.
avec un biais vert. Le biais vert qui poursuit son renfort, biais vert en territoire positif, ce qui entraîne l'euro-dollar en territoire négatif en direction des 1,0820, 1,0830, peut-être en vue de le franchir. Enfin, beaucoup de volatilité sur l'euro-dollar lors des 2 dernières séances sans vraiment parvenir à s'affranchir de ce niveau, de ces 1,0820. Donc, seul un franchissement de ce niveau nous permettrait une accélération baissière. Cela viendra peut-être de pair avec une sortie par le haut du canal haussier sur le dollar index, donc un euro-dollar qui se dirige, qui devrait trouver un support, un frein aux alentours des 1,0820. L'USD4, lui, accélère à la hausse suite aux récents événements sur les pétroles. Le pétrole chute, l'USD4 progresse et donc nous sommes actuellement aux portes des 1,42. 1,42, ça devrait être la résistance pour l'USD4. L'USD4 devrait freiner quelque peu au contact de ce niveau. Et le câble, le GBP-USD, qui poursuit sa lente baisse. On ne cesse d'ajuster ici ce N. Nous sommes actuellement sur un support très précisément, ce palier des SSB, les 1,24 pour le GBP-USD. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market assez particulier qui a mis l'accent sur les cours du WT, les cours du pétrole en dessous de 0. Et on en a, et par la suite, nous avons déployé notre Good Morning Market habituel. Je vous remercie encore une fois pour votre attention, votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Good Morning Market. Au revoir.